Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je voulais faire après avoir testé un nouveau jeu. Au terme de 3 sessions, j'ai fini de maîtriser la boîte d'initiation de Blade Runner, le jeu de rôle qui vient de sortir en français. Alors, en général, j'ai plutôt mes jeux de rôle en anglais, mais là, puisqu'il y avait beaucoup de, hop là, pardon, puisqu'il y avait beaucoup d'indices qui étaient en français, en physique, et il y a beaucoup de choses dans cette boîte, je me suis dit que c'était plus simple d'attendre la version française. Ce qui me permet aussi un peu de déléguer mes achats, ce qui est pas trop mal. Donc c'est bon, la boîte, je vais pas revenir dessus, vous pouvez regarder des unboxings si vous voulez, c'est du très bon matos, il y a plein de choses, il y a une carte, il y a des pré-tirés, il y a des dés, il y a un livret de règles et un fascicule du scénar, avec plein de cartes, d'éléments supplémentaires. Blade Runner, pour moi, c'est un de mes films favoris, c'est peut-être presque mon film favori. Et pourtant, je suis très cinéphile, hein, mais c'est clairement un film que j'ai vu des dizaines de fois. Je l'ai beaucoup vu au cinéma, je l'ai vu en français, en allemand, en japonais. Enfin, c'est vraiment un film qui m'est très cher. Et je me disais, bah, comment on va vraiment. Quand j'ai vu le Kickstarter, je me suis dit, bon, ça va être un peu difficile. Alors, je sais qu'ils avaient fait Alien, parce que c'est Free Aliga, et il y a Walking Dead qui est sorti depuis, mais ça restait quand même un petit peu un challenge. Et je voyais pas trop comment ils allaient faire. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, je me suis dit, bon, bah, je vais tester. Donc là, la première chose à savoir, c'est que le jeu de rôle se passe au niveau de la chronologie entre le Blade Runner 1 et le Blade Runner 2. Donc entre celui de Scott et de Villeneuve. L'idée principale, vous pouvez voir, il y a des petits films qui ont été faits, notamment il y a un dessin animé qui a été fait par Shinjiro Watanabe, donc le monsieur qui avait fait Cowboy Bebop, qui s'appelle Blackout, qui résume un peu bien l'élément central de l'histoire, à savoir que une fois que la Tyrell était dégommée, que Blade Runner 1 c'est fini, on a créé des nouveaux Nexus, donc on est passé des Nexus 6 au Nexus 8, on n'a pas fait de 7, c'est comme le 13e étage, ça porte malheur, en se disant c'est bon, ils sont plus serviables et ils vont pas poser de problème, sauf que au vu des pogroms qui étaient faits encore contre eux, il y a une sorte de conspiration qui s'appelle l'Underground Répliquant, qui a décidé de, alors on suppose, hein, de faire péter un EMP au-dessus de Los Angeles, ce qui a cassé tous les réseaux, tous les ordinateurs et brûlé littéralement les serveurs. Et à la suite de ça, ça a permis au Nexus 8 de se planquer et de disparaître dans la nature, donc donnant beaucoup de travail au futur Blade Runner. Et de l'autre côté, ça a aussi cassé toutes les archives existantes et créé une sorte de méfiance de la part des humains, notamment envers la technologie. Donc on est revenu à une technologie qui est beaucoup plus analogique qu'avant. C'est pour ça qu'en fait on pourrait se dire les avancées technologiques elles sont pas géniales dans le jeu de rôle, mais en fait c'est voulu quoi. Il y a une sorte de rétro-pédalage sur beaucoup d'innovations, ce qui fait qu'en gros le truc le plus innovant que vous allez avoir dans le jeu c'est un drone ou une sorte de PDA, donc vous avez une sorte de PDA avec vous qui vous permet de compiler les preuves et de communiquer avec vos petits camarades, parce que ça va être important pour la suite. À part ça, voilà, l'idée c'est qu'on joue donc en 2033, si je dis pas de bêtises. Donc on joue un an après que la Wallace Corporation, qui est devenu le joueur principal, l'actionnaire principal dans le monde, puisque c'est eux qui, Neander Wallace, qui est une sorte de mec quasiment demi-urgique, qui se prend pour Dieu, qui est joué par l'horrible Jared Leto dans le film, ce qui vous sort du truc, qui est le pire élément du film à mon avis, qui devait être joué par David Bowie à l'origine, en fait, a créé une source de protéines alternatives, des espèces de petites larves qu'on peut facilement manger, qui ont sauvé l'humanité de la famine après le blackout. Et il avait un pet project, c'est qu'il a racheté tous les éléments qui appartenaient les archives à la Tyrell Corporation, et il s'est mis en tête de conquérir les étoiles. Et pour conquérir les étoiles, il faut créer des esclaves. Et donc il a remanié, juste un an avant qu'on commence, il a réussi à négocier auprès de l'ONU, donc l'ONU étant en gros une organisation fantôme, parce qu'il n'y a plus de gouvernement maintenant, au service des corporations. Donc ils lui ont donné le OK pour lancer des nouveaux Nexus, donc les Nexus 9, qui sont mises en œuvre depuis maintenant un an. Forcément, ça crée. Alors, ces Nexus 9 sont beaucoup plus serviables. Ils ont des tests de calibration qui sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est ce que vous voyez dans le film, quand Ryan Gosling il va dans une pièce blanche. C'est des tests qui sont l'inverse des tests Voivkamp. En fait, le test Voivkamp de l'original, c'était pour détecter des traces d'émotion, alors que là, c'est pour être sûr que les émotions sont réfrénées et n'existent pas chez le Nexus 9. Et ces Nexus 9, on les retrouve partout, dans l'espace et compagnie, mais on les retrouve aussi parmi les Blade Runner. Et donc c'est le grand pitch, c'est que ça fait un an que l'UDR, qui est en gros l'unité centrale de détection des réplicants, qui sont des flics, mais en fait qui sont des flics qui ont des passe-droits, a intégré des Nexus 9 dans ses rangs.
Et ça se passe bien et à la fois pas bien, puisque forcément il y a des groupes pro et anti-réplicants qui se mettent en place, la majorité étant par des gens assez âgés qui ont vécu le blackout, ou des gens qui étaient dans l'espace et qui ont vu une autre facette des réplicants, surtout leur mourir dans les bras. Et ça, c'est des pitchs de perso. Donc dans le jeu, on propose 4 pré-tirés, 2 humains, 2 réplicants. Les humains, donc vous avez une sorte de simili Descartes qui est pareil, un mec qui était un ancien Blade Runner, donc old school du premier livre, enfin du premier film, pardon, qui a raccroché les gants, et au début de l'histoire, on vient le chercher. Il y a une commando, donc une fille, une sorte de soldat qui était dans l'espace, qui s'est battu avec des réplicants aux côtés de certains réplicants, qui les a vus tomber et qui est revenu sur Terre parce qu'elle pouvait plus vivre dans l'espace concrètement. Et est vraiment impliqué dans les mouvements pro-réplicants. Donc c'est une machine à tuer mais avec un cœur. Et à côté, au niveau des réplicants, vous avez une sorte de prise 2.0, donc du premier, à savoir ce qu'on appelle une Moxie, donc c'est une agent de liaison, qui est extrêmement physique, qui a une capacité en fait à charmer tout le monde, mais qui sait aussi très très bien se battre. Donc c'est un peu le perso, ouais, c'est prise du premier film, ou alors c'est Love dans le deuxième film, donc celle qui était au service de Jared Leto. Et le dernier, c'est un analyste en fait. Donc c'est vraiment une sorte de rat de laboratoire qui est pas très bon forcément sur les actions de terrain, mais qui a pas son pareil pour analyser les choses une fois dans les laboratoires de criminels ou à la morgue. Et donc, sans spoiler vraiment, enfin, je vais essayer, alors attention évidemment, si vous êtes joueur, je vous conseille d'arrêter cette vidéo. Je vais essayer de ne pas raconter tout le scénar, mais l'idée principale, c'est que donc ça fait 1 an que les Nexus 9 sont en service. Et au cours d'une échauffourée dans un bar, un nightclub, il y a une bagarre généralisée et les 2 inspecteurs Nexus 9 présents se retrouvent au cœur d'une sorte d'empoignade, on ne sait pas trop, enfin c'est juste au début de l'histoire. Il y en a un qui meurt et l'autre Nexus 9 qui disparaît. Donc c'est tous les 2 des Blade Runner. Et donc William Holden, qui était le type qui a survécu au premier Blade Runner, donc c'est le mec qui se fait tirer dessus par Leon Kowalski au début du premier, et maintenant en fait le chef de l'unité Blade Runner. Le chef de la police, c'est Bryant, donc l'espèce de gros bonhomme qui était joué par Emmett T. Walsh dans l'original. Et donc Holden décide de rappliquer Nova, qui est le vieux roublard, enfin le vieux mec qui a raccroché les gants, un peu comme Descartes. Et il réunit les 3 autres ensemble et dit bon bah voilà, il faut que vous compreniez ce qui se passe, vous me trouviez qui a tué le Sandor, donc l'un des 2 Nexus 9, et que vous retrouviez Léa, qui est l'autre Nexus 9 qui a disparu. Et s'ensuit donc une sorte une véritable enquête. Donc Blade Runner est très très axé enquête, et pour de bonnes raisons, puisqu'en fait le système est assez dur, c'est du Year Zero Engine. Il est très facile à comprendre, mais les taux de réussite sont bas. C'est-à-dire qu'en général, vous avez un facteur A, B, C, D, E sur chacune de vos caractéristiques et de vos compétences. Donc quand vous lancez un jet, vous ajoutez une compétence, une caractéristique, et chacune représente un dé. Alors A c'est un D12, et E je crois c'est D6. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est un D, c'est D6. En gros, il y a D12, D10, D8, D6. Et les jets sont assez difficiles à avoir. Sur chacun des dés que vous avez, il faut faire 6 ou plus pour réussir en fait. Et si vous faites au-delà de 10, vous avez 2 yeux. Donc en gros, un œil c'est 6. Et après, au-delà de 10, vous avez 2 yeux. Et donc ça, le mieux que vous puissiez faire en fait, potentiellement, c'est très très rare. Donc, on peut faire 4 yeux ensemble. Mais c'est un niveau qui est très compliqué. Donc ce que je veux dire, c'est que les jets sont compliqués, donc on réussit pas souvent. Il faut mettre tous les avantages, les trucs de son côté, et le combat est extrêmement violent. Ce qui fait qu'en fait, le fait que ce soit de l'enquête, c'est plutôt bienvenu, parce que ça permet de temporiser, de ne pas faire trop de jets qui peuvent poser des problèmes, sachant qu'il y a un système pour relancer les dés qui s'appelle le stress. Donc en fait, on force le jet, ce qui permet potentiellement d'avoir une réussite, mais si vous faites 1, donc vous tombez sur une licorne, ça vous génère du stress. Et le stress, en gros, c'est la santé mentale qui peut, quand elle tombe à 0, vous faire très très mal, surtout si vous êtes répliquant. Parce que le gimmick des réplicants, c'est qu'eux, ils peuvent forcer 2 fois leur jet, donc c'est vachement bien, ils peuvent relancer 2 fois leur dé, mais par contre, tous les dégâts physiques qu'ils prennent, en fait, tous les traumas physiques qu'ils peuvent prendre quand ils ratent un jet, c'est pas des traumas physiques, c'est des traumas mentaux. Donc en fait, leur niveau de stress augmente beaucoup plus rapidement. Et quand ils tombent à 0 de sang-froid, donc quand ils sont complètement stressés, on leur demande de faire un test de recalibration, comme Ryan Gosling dans le film. On les met dans une pièce et puis ils passent une sorte d'antithèse Wolfgang pour vérifier qu'ils n'ont pas d'émotion. Et s'ils le ratent plusieurs fois, ça se passe très mal, vous imaginez. Donc voilà, l'idée c'est que après, le jeu avait
Voilà, ce qui me faisait vraiment peur, en fait, c'est le système du jeu qui est un système de quart. C'est-à-dire qu'on part du principe que vous allez vous disperser, donc c'est un jeu qui demande à ce que les joueurs se dispersent, parce que plus vous êtes... En fait, il y a une chronologie dans le scénario qui vous dit, la réplicante disparue, elle fait ci, elle fait ça, au bout de la deuxième échéance de la chronologie, vous êtes attaqué par un commando de la Wallace qui veut vous faire taire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cette chronologie, forcément, est beaucoup plus courte. Plus vous avez de joueurs, plus elle est courte. C'est-à-dire que si vous avez qu'un seul joueur, vous avez beaucoup de temps, en fait, parce que vous êtes tout seul. Mais si vous êtes 4 joueurs, ça va très vite, parce qu'on part du principe que les joueurs vont se disperser pour voir le maximum d'indices, discuter avec le maximum de témoins pour que ça aille de plus en plus vite. Et c'est pas mal, parce que ça crée des symbioses, effectivement. Donc comme ça, vous pouvez avoir des agents de terrain qui renvoient des preuves. Il y a un des joueurs qui reste au QG de la police pour analyser les preuves, et ainsi de suite. Et donc ça peut aller très très vite. La contrepartie, donc ça c'était quelque chose qui me faisait assez peur, et en fait ça se passe plutôt bien, parce que comme je disais, il n'y a pas tellement de scènes d'action, alors les scènes d'action peuvent être provoquées, et de toute façon les combats vont extrêmement rapidement, donc l'idée des combats c'est qu'en fait vous avez, ça c'était un truc qui m'était rapporté, si vous vous rappelez des films, les armes sont extrêmement violentes en fait, en gros ils ont des blasters, ils tirent, et généralement ça fait des gros trous, et le mec tombe en une balle. Là c'est pas exactement ça, ce qui se passe c'est qu'en fait vos armes, enfin les combats, sont déterminés par deux choses. Il y a effectivement les dégâts qui sont en général assez bas, c'est-à-dire qu'un humain moyen a 5 points de vie. Vos persos, ils vont en avoir 6, les très costauds, ils en ont 8. La commando, elle en a 8. À partir de là, les baffes, que ce soit des coups de poing, que ce soit des tirs de fusil ou de pistolet, c'est 1 à 2 points. Donc vous allez me dire, ok, ça va, c'est pas... Et quelqu'un me faisait la remarque, ça veut dire que si tu tires au pistolet sur quelqu'un, il faut le tirer 5 fois dessus pour l'abattre. Parce qu'en plus, quand vous tombez à 0, vous n'êtes pas mort, en fait, vous êtes inconscient. Mais l'idée, c'est que chaque arme a un dé de critique. Ce qui veut dire que si jamais sur votre jet, vous faites 2 succès, donc 2 yeux, vous faites 6-6, 6-8, j'en sais rien, voire plus d'yeux, en fait, ça fait générer un critique. Et ce critique, il est extrêmement important, parce que justement, le pistolet de Descartes, donc le vieux pistolet de Blade Runner, il a un dé 12. Ce qui veut dire que si vous lancez sur la table du dé critique, plus c'est élevé, plus ça fait mal. Et si vous faites par exemple 3 yeux, ça veut dire que non seulement vous faites un critique, mais vous pouvez lancer 2 fois le dé de critique pour prendre le plus élevé, le plus létal. Et effectivement, si vous faites 12 sur le dé 12 de critique, le mec il tombe, il est mort. Donc c'est un peu l'idée aussi, sachant que les nouveaux Blade Runner, ils ont un pistolet sonique qui est moins puissant et qui est censé justement avoir un dé de critique plus petit pour éviter de tuer les mecs. Le gros problème du jeu, en fait, c'est que cette espèce de pistolet nouvelle génération, effectivement, il fait moins de dégâts, mais en fait, les avantages qu'il a ne sont pas répercutés au niveau du gameplay. Je m'explique. On vous dit, ce pistolet, il est génial parce que, justement, il incapacite très vite les gens et qu'il ne prend pas de munitions. Ok. Sauf qu'en fait, les munitions, il y a littéralement un petit encart dans le bouquin qui vous dit, bon, ça sert à rien, on gère pas les munitions. Bon, ok. Et surtout, il n'y a aucune règle qui est appliquée au second pistolet dont je parle, au blaster sonic, pour dire que les gens sont incapacités beaucoup plus vite. Donc voilà, je trouve ça, c'est un truc un peu de... Bon, c'est pas très important, mais il faut vraiment comprendre que le combat peut être quand même très 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 mortel. À savoir que si jamais, justement, moi j'avais la commando, donc, qui était hyper balèze, donc en gros quand elle tapait à coups de poing, elle faisait du critique, du D12 en critique, donc ça veut dire que quand elle tapait dans un mec, elle en a paralysé un, enfin c'est horrible quoi. Mais ça vaut aussi pour vos joueurs, c'est-à-dire que vos joueurs, quand ils vont se retrouver, et je pense notamment au final, il y a une confrontation avec un nombre de commandos qui est équivalent au nombre de joueurs, les gars ont des fusils mitrailleurs, ce qui veut dire que les armes ne font pas tellement plus de dégâts, mais par contre, elles filent un avantage, c'est-à-dire que vous lancez pas 2D, vous lancez 3D, donc potentiellement ça fait plus d'yeux, et après ils peuvent répartir les dégâts comme ils veulent sur l'adversité en face, donc ça peut être très très violent, et je me suis retrouvé avec des joueurs qui avaient des trous dans le bide, un autre qui s'était fait défoncer la rate, enfin ça peut aller extrêmement vite quand même. Donc il y a en fait, le problème, c'est pas tellement tomber à 0 de santé, parce que comme je vous dis, vous tombez dans les pommes, vous êtes hors combat. Mais par contre, c'est si vous tombez sur un mauvais critique, là, putain, vous êtes dans la merde. Parce que si vous avez un critique qui vous tue, voilà, c'est fini. Et en plus, généralement, ce qu'on vous dit, c'est que les blessures critiques peuvent être soignées. C'est-à-dire que si j'ai un joueur qui s'est fait péter la jambe dès le premier scénar, ce qui fait que techniquement, il peut plus se lever en combat. Enfin, bon, voilà, je lui dis, tu peux pas courir, quoi, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et on dit, ne vous inquiétez pas, ça peut être soigné, mais ça peut être soigné sous 2 mois. Donc l'idée, c'est que le scénar, il se passe maximum sur 3 jours. Donc vous imaginez bien que cette pénalité, on est obligé de la garder, quoi. Donc à part ça, que vous dire, donc le système, donc comme je disais, on sait par les joueurs, ça marche plutôt bien. Il y a un système de quart que moi j'ai bien aimé, qui en gros, l'idée c'est que
un quart de temps, donc les journées sont divisées en 4 quarts, donc il y a le matin, le matin, la journée, la soirée, la nuit, et vous ne pouvez physiquement vous rendre qu'à un lieu par quart. Et c'est tout le côté quasiment jeu de société de ce bouquin, enfin de cette partie, c'est que donc vous ne pouvez pas physiquement aller à un autre endroit que la zone, la scène de crime, ou Animal Hydro, ou le QG de la police. Donc ça vous oblige forcément à vous splitter, et ça fait avancer plus ou moins les intrigues rapidement ou pas. Sachant que, en plus, normalement, quand vous ne pouvez pas au bout du quatrième quart, quand vous avez fait 3 quarts d'affilée, vous êtes censé aller vous coucher, enfin vous reposer, rentrer chez vous, ou je sais pas, sortir en boîte, j'en sais rien, pour essayer de récupérer, sinon vous prenez du stress supplémentaire. Et à ce moment-là, techniquement, quand vous êtes chez vous, il y a des interactions qui peuvent jouer avec les relations clés, donc la personne qui vous est chère, quoi, concrètement, pour vous redonner de l'humanité. Parce que le concept aussi de la progression du personnage s'articule autour de deux choses, l'humanité et la promotion. Les points de promotion, vous les obtenez quand vous faites avancer l'enquête. Et quand vous faites avancer l'enquête en suivant un peu les règles, c'est-à-dire que vous mettez des mecs, vous arrivez à mettre des réplicants en prison, voire vous exécutez un retrait, vous trouvez des preuves, machin patati. Alors que l'humanité, c'est à chaque fois que vous faites jouer votre humanité, en grosso modo, vous laissez partir un répliquant. Vous interagissez avec votre copain ou votre copine. Alors que au lieu de passer votre temps sur la mission. Il y a plein de choses comme ça, et c'est plutôt pas mal foutu. L'humanité vous permet d'augmenter vos compétences et vos talents. La promotion peut être utilisée directement pour cramer, en fait, demander des ressources ou de l'argent auprès de la police, ou alors avoir des spécialisations qui sont des petits bonus assez sympas, comme par exemple tirer 2 cartes d'initiative plutôt qu'une, et peut-être si j'en passe. Mais ça, c'est plus pour le côté, moi j'aimais bien, c'était juste dire, tu gagnes l'humanité ou tu gagnes les promotions, et je trouve que c'était pas tellement la récompense en soi, mais c'était intéressant de rappeler aux joueurs, en fait. Moi, je le faisais immédiatement, en fait. Il y en a qui le font à la fin de la séance, mais j'aimais bien le côté j'ai une action, et cette action provoque une conséquence. Après, on n'est pas forcément tous câblés pareil, et je pourrais comprendre que certains préfèrent le faire à la fin du scénario. En tout cas, l'histoire est vraiment pas mal, c'est assez simple, dans le sens où, voilà, il y a... Donc, je vais spoiler, attention. Donc, l'idée, c'est qu'il y a il y a effectivement la réplicante, il y a une Nexus 9 réplicante qui a tué, en fait, elle a pris une sorte de décision en une quinzaine de secondes, où soit elle protégeait un réplicant de l'Underground, soit sur lequel son partenaire braquait son flingue, soit en fait elle a battu son partenaire, elle n'a pas réfléchi, elle a tiré sur son partenaire, le mec est mort, et elle a sauvé en fait un réplicant de l'Underground, mais au lieu de partir directement vers les étoiles, parce que les réplicants de l'Underground ont mis un système de bûche lunaire pour partir, en fait elle a des souvenirs artificielle forcément de perdre sa fille. En fait, elle perd sa gamine dans ses souvenirs, elle est attaquée dans l'espace par des commandos et machin. Et en fait, elle va rester sur Terre, et l'enquête, c'est vous devez la poursuivre avant qu'elle retrouve la personne qui est la fille de Holden Tyrell, qui a un laboratoire où elle crée des faux souvenirs. Parce que sinon, en fait, Léa, donc la réplicante que vous recherchez, la suspecte, va rentrer dans le laboratoire, la buter et kidnapper sa petite fille pour aller dans l'espace. Donc, libre à vous de vos joueurs. Donc, encore une fois, il y a une chronologie. Hein, puis si vos joueurs devinent un peu des choses en avance, ça se passera pas forcément comme ça. Mais voilà, il y a des choix à faire. Moi, par exemple, dans ma partie, ils n'ont pas réussi à sauver donc Lily Tyrell, donc la responsable du laboratoire. Ils ont réussi à sauver la gamine. Ils ont réussi à intercepter donc Léa, la fille, avant qu'elle se fasse, au lieu de la tuer. Et à la fin, ils lui ont donné un choix, en fait. Ils lui ont dit, écoute, soit tu viens avec nous, et du coup, tu tires en prison, et tu seras sûrement recalibré, ou tu auras un retrait. Soit, et en fait, il y a un des joueurs qui a lui laissé un pistolet en disant, maintenant, si tu veux te faire sauter la tête, tu peux, quoi. Enfin, c'est une mort plus rapide, quoi. En fait, elle s'est fait sauter la tête. C'était assez particulier comme finale, avec forcément les commandos qui sont rentrés. J'ai fait une petite fin pour chacun, en fait, pour faire un peu, voilà, qu'est-ce qui vous attend après, comment ça se termine pour vous, avec le vieux Blade Runner, donc Nova, qui a envie d'arrêter parce qu'il est en morceaux, il s'en est plein la gueule en plus le joueur. Mais fallait laisser un petit peu l'idée de dire, comme dans le film, si t'es pas Blade Runner, t'es rien, quoi. Et donc non, c'est assez chouette. Après, encore une fois, c'est un univers que j'ai abordé avec beaucoup, pas d'appréhension, parce que comme je disais, c'est un univers qui m'est extrêmement cher. Donc je n'osais pas un petit peu aller de l'avant. Il y a des questions qui sont posées dont j'avais pas la réponse, que j'ai dû improviser, notamment les joueurs qui simplement posent la question, est-ce que les réplicants ont une boîte noire, comme les avions?
Et je ne savais pas, donc j'ai dit oui, mais c'est compliqué, il faut que le répliquant soit mort, il faut que... C'est une technologie propriétaire, donc ça appartient à la West Corporation, patati patachmol. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Encore une fois, le bouquin de base, même si au niveau des règles, c'est pas très intéressant, ça rajoute quelques archétypes de personnages, mais au niveau de l'historique, du background, du lore, du monde, il y a quand même beaucoup de choses à boire et à manger, et c'est assez intéressant, donc ça vaut le coup d'œil juste de lire le bouquin si vous pouvez pour en apprendre plus sur ce monde, et surtout sur Los Angeles, qui est vraiment au cœur de cette histoire. S'il y a vraiment un regret, moi, que j'ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a énormément trop de clins d'œil, en fait, au film original. Et je trouve que ça dessert un peu le propos. C'est-à-dire que, effectivement, donc le nightclub où il y a eu l'altercation avec Sandor et Léa, c'est le Snake Pit, qui est toujours dirigé par Taffy Lewis, donc c'est dans le premier. Le bâtiment où s'abritent les répliquants, c'est exactement, quasiment le même bâtiment que le Bradbury Building dans Blade Runner 1. Bon, il y a Holden, mais ça, c'est pas très important. Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'ils ont ressortis du film, et je me dis, ils auraient pas été obligés, ils auraient pu faire un truc un peu plus différent. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de caméos. Enfin, l'univers, à mon avis, est suffisamment riche pour faire les choses un peu différemment. En tout cas, mais après, ça reste quand même on a tous passé un très bon moment, c'est l'essentiel. Comme je dis, la boîte, elle vaut 45 balles, mais le matos dedans est très très bon. Enfin, Free Liga, ils sont quand même assez forts. Je trouve que c'est quasiment plus intéressant. Enfin, parce que après, j'ai acheté le bouquin de base et l'écran, mais très honnêtement, le bouquin de base, c'est pour ma lecture personnelle, et l'écran, c'est pas terrible, quoi. Parce que, en gros, l'écran, il y a plein de trucs sur les armes, mais il n'y a pas la table des armes. Dans le bouquin de base, on vous dit il y a une fiche de perso à la fin, il n'y a pas de fiche de perso, en fait, il faut l'imprimer sur le site. C'est des petites conneries, mais bon, on se dit quand même, on a dépensé 100 balles quasiment, ça pourrait être un peu plus propre sur certains aspects. Enfin bon, voilà, ça c'est mon ressenti d'acheteur, hein. Moi, je suis pas critique, hein, donc je vous dis comme je le sens. Mais en tout cas, ouais, par contre, la bonne initiation, il n'y a rien à acheter, c'est vraiment très très bien. Et au final, ouais, les joueurs se sont plutôt bien amusés. Encore une fois, par contre, moi, personnellement, je n'aurais pas la force de créer mes propres histoires de Blade Runner. Je pense que ça va pas être très difficile en soi, mais il faut quand même penser à chaque fois que vous faites un scénario, c'est pas juste avoir une histoire, c'est aussi avoir une chronologie. C'est-à-dire que se dire, ok, je sais pas, le suspect, au bout de trois quarts de jeu, il faut je sais pas, il veut partir dans l'espace ou il veut tuer quelqu'un, et ça, faut vraiment le penser en amont, parce que si vous n'avez pas ça, en fait, il n'y a pas de pression. Ou alors vous improvisez au fil de l'eau, mais c'est pas aussi, comment dire, c'est plus complexe, quoi, je pense, même pour vous en tant que mec du jeu. Après, voilà, c'est quand même un univers qui a une charte graphique absolument démentielle, qui moi me parle. Et autant, quand je vois Dune par exemple, Dune c'est un univers de science-fiction qui m'extrait. C'est peut-être mon bouquin science-fiction préféré. Mais je me vois pas trop jouer. Enfin, ça m'intéresse pas de jouer sur Dune en fait. Quand on me parle de Dune, moi j'aimerais bien jouer, je sais pas, vous jouez une maison, mais avec un autre conflit quelque part dans l'univers. Donc je veux voir des descriptions de planètes, je veux faire autre chose que jouer à Dune. Enfin, jouer sur Arrakis elle-même, c'est quand même. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage. Mais c'est un problème que j'ai moi essentiellement avec beaucoup, beaucoup d'adaptations officielles en fait de settings, de séries ou de films qui existent déjà. C'est qu'en général, ben les joueurs, ils veulent rejouer au film, quoi. Et je trouve ça pas intéressant. Moi, je préfère des univers de jeux de rôle où justement tout est tourné autour des joueurs et c'est pas une ressucée de ce qui existe où on va jouer un faux Han Solo, on va jouer un faux machin. Je sais pas, c'est pour ça que bon, dans Blade Runner, c'était pas mal justement que les trois autres persos soient un peu différents des profils, mais il y avait quand même un simili Rick Descartes, quoi. Après, voilà, c'est mon opinion personnelle, elle n'engage que moi. Je peux comprendre que par exemple les Star Wars de WEG soient a priori exceptionnels et qu'il y a plein de choses à faire. Mais voilà, je ne juge pas, c'est un peu mon feeling à moi. En tout cas, ouais, non, Blade Runner, la bonne initiation s'est plutôt bien passée. J'ai mis 3 séances quand même, je m'attendais pas à ce que ça soit si long. Moi, je suis un MJ assez rapide, mais en fait, il y a beaucoup de discussions, en fait. Il y a énormément de discussions entre vos joueurs, c'est surtout ça. C'est parce que à chaque fois qu'on finit un tour, les gens se disent, bon, bah, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, ou ils vont établir des théories. Et c'est très dur, en fait, en tant que MJ, parce que vous ne pouvez pas directement les influer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rappeler les faits tels qu'ils se sont passés. Et évidemment, il y a certaines pistes qui, si elles sont abordées trop tard, n'ont plus le même impact. C'est-à-dire que grosso modo, s'il y a un mec qui vous dit « Ah, mais moi je sais que c'est le suspect qui a tiré sur la victime », et que vous le savez déjà depuis 2 quarts de jeu, donc un jour avant, bah, c'est pas très intéressant, hein, vous êtes frustré parce que vous allez aller sur place pour rencontrer un mec qui va juste vous apprendre quelque chose que vous savez déjà. Donc sachant qu'en plus le déplacement physique est extrêmement important, puisque à chaque fois que vous vous déplacez,
c'est un quart que vous prenez, donc voilà, ça peut être assez frustrant sur ces aspects-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui tourne. Il faut évidemment être fan de Blade Runner, il faut aimer l'enquête, il faut aimer plutôt. Alors, c'est pas des gros dilemmes moraux, c'est pas le choix de Sophie non plus, mais c'est vrai, quoi, il y a pas de bonne et de mauvaise interprétation sur ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous la jouez réglo, le mec vous coffrez tous les répliques que vous voyez, bon bah ok. Mais moi j'ai eu des joueurs qui étaient plutôt, enfin je vais pas dire humanistes, mais ouais, qui laissaient un peu couler les choses. Les deux trois répliquants de l'Underground qui ont été croisés, bon il y en a à qui ils se sont cassés la gueule, mais ils l'ont laissé partir au final. Et, euh, et ouais, c'était assez coloré, assez intéressant. Et l'essentiel, comme je disais, c'est que tout le monde ait passé un bon moment. Donc, je suis pas très habitué. Enfin, généralement, je joue plutôt en campagne. Donc, c'est intéressant aussi de voir cet aspect-là. Donc, en tout cas, je suis curieux de voir un peu la suite. J'ai vaguement lu Fiery Angels, donc la prochaine boîte qui va dans des concepts assez barrés, tirés de la BD a priori, donc il faudra que je lise les comics. Et puis, bah, lire le bouquin sur l'underground aussi répliquant, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un bon démarrage. Moi, j'ai trouvé que j'ai plutôt passé un bon moment en tant que maître du jeu. C'est très très différent de ce que je fais d'habitude, puisque je fais beaucoup bah, vous voyez bien, je fais essentiellement du Symbaroum, ou du Warhammer, ou du Delta Green, ou du Cthulhu. Donc là, c'est complètement différent. Mais c'est pas désagréable, et le système Year Zero Engine, il tourne vraiment très très bien, il est très très simple. Et c'est un plaisir en fait d'avoir un système aussi simple, ça me donne envie bah, quasiment de refaire Orpheus avec ce système-là, tellement c'est limpide et ça roule bien. Donc ça c'est un très très bon point. En tout cas voilà, j'espère que bah, ça vous a plu. Et si jamais vous avez votre propre expérience par rapport à Blade Runner ou que vous souhaitez avoir plus d'informations, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre par rapport à ce qui s'est passé dans l'exemple de mon scénar ou juste pour échanger. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, salut.